les gestionnaires de mots de passe sur Google. C'est une cible qui est particulièrement privilégiée parce que ça permet de récupérer tous les mots de passe qui ont été enregistrés. Une campagne de phishing maintenant, il suffit de demander une IA de la faire. Envoyer des mails, ça coûte rien. Aujourd'hui, voler des identifiants, c'est pas non plus extrêmement complexe. Il faut interdire un outil, et dans ce cas-là, les cybercriminels vont développer leur propre outil, on ne maîtrisera plus du tout ce qu'ils sont en train de faire. Ou alors, est-ce qu'il faut promouvoir un outil ou une base d'outils, on sait que tout le monde va l'utiliser, on va mieux la maîtriser. Et là, on est sur la sensibilisation et sur l'utilisation de coffre-fort, l'interdiction d'enregistrer des mots de passe dans Google. Ceux qui sont sensibles, parce qu'effectivement, des fois, on gère 300 mots de passe, donc il y en a qui n'ont aucun impact. Bonsoir à tous et bienvenue à notre nouvelle émission Risque Intel Média, ce soir en partenariat avec CrowdStrike. On va parler d'une thématique qui est celle des identités. Est-ce que nos identités nous appartiennent-elles encore? Et pour cela, on a 4 experts qui vont justement répondre à mes questions, peut-être également aux vôtres. Mais avant de commencer cette émission, on va déjà leur permettre de se présenter. Et je commence notamment avec Flavien. Bonjour à tous, Flavien Moutardier, je suis Product Manager chez CrowdStrike sur notre produit protection des identités. J'étais avant Sales Engineer, donc je travaillais avec les clients. J'ai directement des retours sur le fil de ce qu'on voyait et ce qu'on observait chez eux. Ah bah parfait. Philippe? Philippe Mézard-Joly, je suis le directeur de la cybersécurité du groupe Arkema, un groupe de chimie internationale. Je suis également président du comité de cybersécurité de France Chimie, voilà, l'organisation qui regroupe un peu les sociétés de la chimie en France. Et en fait, j'ai commencé à travailler dans la cyber il y a 20 ans, en prenant en charge des projets d'identité, de gestion des identités, des accès, etc. Ce qui montre que le sujet est éternel et que ça reste une pierre angulaire de notre sûreté et de la sécurité des systèmes d'information, en tout cas. Eh bien, merci. Patrick? Bonjour, je suis Patrick Foubert, donc je suis le RSSI de Pixid et du groupe Pixid de manière plus globale. Donc, le groupe Pixid, c'est le leader européen des solutions SaaS pour digitaliser et automatiser et piloter la gestion de l'intérim et des ressources externes. J'interviens aussi en tant que membre du CA du Club 27001. Voilà, depuis une dizaine d'années, je suis investi dans toutes les normes 27000, donc toute la série 27000, mais depuis qu'il y a une recrudescence des nouvelles normes, NIS2, le CRADORA, je suis effectivement passionné par ces sujets-là. Emmanuel. Bonjour, alors moi je m'appelle Manuel Henry, je suis responsable de la cyberdéfense du groupe Pernod Ricard. Pernod Ricard, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une société cotée au CAC 40. Donc, nous faisons à peu près 12 milliards de chiffre d'affaires. On est très connus pour notre apéritif anisé français. La convivialité. La convivialité. Mais il faut savoir qu'on est présent dans plus de 170 pays. On a 40 marques et on vend 240 produits différents. Et donc ça fait 25 ans que je travaille dans la cybersécurité. Magnifique. Donc, on a vraiment des gens qui vont pouvoir répondre à cette question des identités. Donc, vous l'avez compris, on est sur la table ronde des experts de Risque Intel Média. C'est une émission cybersécurité où on aime bien justement prendre des leaders d'opinion, permettre à des experts de s'exprimer, d'échanger, de donner son avis. Et donc, je commence avec une actualité récente que vous avez peut-être eu l'occasion de voir. Alors, je la partage justement pour notre public à l'écran. On a justement un projet GitHub qui a été fait en open source et qui permettait, grâce à des deepfakes, en fait, de créer des vidéos. Et donc, on le voyait à droite, c'est une personne là qui passe pour Elon Musk, comme vous pouvez le voir, qui est assez réaliste pour le coup. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est une vidéo, c'est-à-dire qu'il a beau marcher, et d'ailleurs il bougeait, et d'ailleurs il le montre, il prend des objets qu'il met devant lui, ça ne bouge pas, ça ne ressemble pas à un filtre qu'on peut connaître sur les réseaux sociaux. Forcément, c'est effrayant pour nous en cybersécurité, ça nous donne des petites crises d'angoisse. Et donc ma question, c'est est-ce que ce genre d'outil justement doit être laissé à la portée de tous, au risque évidemment de tomber entre les mains de cybercriminels? Et j'ai envie de permettre également au public qui est avec nous ce soir en présentiel, de jouer le jeu avec nous et de répondre à la question suivante. Doit-on interdire l'accès en open source à ces outils? Oui, non, ça dépend. Et puis je laisse les experts s'exprimer. Qui veut commencer? Je vais prendre. En fait, on a tous envie de dire oui, bien évidemment, mais en réalité, je pense que les cybercriminels qui font déjà les attaques aux présidents structurées, qui viennent vers les grands groupes, ils n'ont pas besoin de ce projet-là, ils ont leur R&D pour aller trouver leurs propres outils, etc. Je pense que, là, de toute façon, on ne touchera pas, même en interdisant cette population-là. Ce que ce type d'outils va amener là, c'est un peu
c'est de démocratiser quelque part et faire naître des vocations d'un développeur, parce qu'il faut déjà aller dans le GitHub. Donc forcément, il faut l'interdire parce que je pense que ça peut que démultiplier un peu plus la surface d'attaque ou la pression des attaques qu'on peut voir de notre côté. Et là où avant, ça ciblait plutôt les grandes entreprises, c'est plutôt les particuliers qui pourraient être visés sur cette partie-là. Mais la question que ça va lever derrière, c'est oui, mais d'accord, mais comment ? Parce que sur quel fondement on va pouvoir à un moment donné interdire ces outils-là? Parce que bon, la finalité, elle n'est pas forcément de faire une fraude. C'est comme pour prendre une image. On a aussi des identités, pas que des personnes, mais d'une marque, par exemple, et les noms de domaine et les noms de domaine cousins qui essayent de voler un petit peu avec les logos, etc. On le connaît tous en sécurité, c'est souvent un cauchemar. Justement, pour préparer une fraude, bien, c'est normalement interdit, on n'a pas le droit, mais tant que la fraude n'est pas avérée, qu'elle n'est pas constatée, eh ben, le temps de pouvoir faire déposer, faire ce qu'on appelle le take-down, c'est-à-dire récupérer le nom de domaine pour une marque, ça prend une éternité, parce que bien évidemment, en plus, pour pouvoir arrêter, c'est très local au regard des différentes réglementations. Les cybercriminels, ils sont rarement en France, ils sont rarement soumis à une réglementation même européenne, ils sont plutôt logés dans des pays complaisants sur ces différentes choses-là. Donc oui, il faut, mais comment ? Vous en pensez quoi, vous, Manuel ? On a un peu le même débat avec l'open source. Est-ce que l'open source, c'est mieux que pas l'open source ? Bon, là, on est exactement dans le même cas de figure. Est-ce qu'il faut interdire un outil ? Et dans ce cas-là, les cybercriminels vont développer leur propre outil. On ne maîtrisera plus du tout ce qu'ils sont en train de faire. Ou alors, est-ce qu'il faut promouvoir un outil ou une base d'outils on sait que tout le monde va l'utiliser, on va mieux la maîtriser, quoi. Et en fait, interdire l'outil, je ne pense pas que ça soit la bonne méthode. Il faut plutôt encadrer l'usage de l'outil. Aujourd'hui, le deepfake, on a tous vu les petites vidéos sympathiques de nos hommes politiques en train de danser la lambada ensemble. C'est super marrant sur les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi utilisé à d'autres fins, comme par exemple monter de toutes pièces un montage vidéo avec Brad Pitt pour soutirer de l'argent à une personne. Alors évidemment, Brad Pitt peut se retourner contre la personne qui a fait cette infraction, une infraction montage. Parce qu'évidemment, on utilise son image sans lui avoir demandé un consentement. Et la personne qui s'est fait avoir peut se retourner aussi contre le cybercriminel pour escroquerie. Et donc, si on encadre cet usage par des lois, donc là, on pourra mieux maîtriser l'utilisation du deepfake. Sachant que dans le terme deepfake... Sauf que le cybercriminel, il ne sera pas sur la réglementation. Bien sûr. La probabilité qu'à la fin de celui qui a commis l'usage frauduleux soit arrêté, etc. La probabilité est extrêmement. Non, mais à minima, il ne faut pas faciliter l'usage. Il ne faut pas faciliter. Voilà. Tout comme on interdit certaines utilisations de l'IA, il y a des choses qu'on ne peut pas. Avec l'IA Act. Ouais. Et donc, je pense qu'il ne faut pas faciliter. Maintenant, le risque existe. On va dire, en termes de cybersécurité, le risque est là. Probabilité proche de 100% que le scénario se produise. Donc, Très bien. L'histoire a montré que de toute façon, c'est des choses qui sont impossibles. Il y a énormément d'outils qui sont utilisés par des attaquants, qui sont d'abord déposés sur GitHub pour des fins de recherche, pour diverses raisons. Et il y en a qui sont là depuis des années et qui continuent d'être utilisés. Je prends le cas de quelque chose qui est bien connu, Mimikatz par exemple. C'est un outil massivement utilisé dans des attaques. Et c'est un projet qui est sur GitHub. Et c'est un projet qui est là depuis des années sur GitHub. Évidemment qu'on ne peut pas l'enlever. Et de toute façon, des groupes aujourd'hui qui vont être soutenus par des États ou des groupes, notamment des opérateurs de ransomware qui font beaucoup d'argent, comme tu l'as dit, ils ont leur propre R&D. Ils vont se baser sur des choses qui sont existantes parce que de toute façon, ils vont essayer d'aller plus vite et de récupérer ce qui existe et ce qui marche. Mais de toute façon, leur but à eux, c'est de trouver des nouveaux moyens d'exploiter des failles, des nouveaux moyens de récupérer des credentials, de perpétrer des attaques, etc. Et il y a tout un tas d'outils qui sont déjà là. Ça existe, le deepfake as a service Alors, à ma connaissance, pas encore, mais pourquoi pas. Bon. Avec des projets comme ça va venir. De toute façon, c'est des choses qui sont sans déjà avoir à aller utilisées. sur GitHub. Où ça, vraiment... Justement, moi, je me posais la question, parce que quand j'ai sorti ce post, il y a eu
comme vous pouvez le voir, pas mal de commentaires. Et en commentaire, certains experts quand même m'ont dit « Attention Yasmine, c'est pas si simple que ça d'aller sur GitHub et de le faire. » Donc, parce que comme ça a l'air très simple. Et donc, c'est vrai que c'est... Encore une fois, c'est des gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui sont dans le milieu de l'IT, souvent depuis très longtemps, parce que c'est des gens qui savent faire. Je veux dire, c'est pas à la portée de tous les lycéens de France. Maintenant, c'est largement à la portée d'un opérateur de ransomware, ça c'est clair. C'est même d'un GitHub, un développeur, un étudiant en école d'ingénieur aujourd'hui. C'est pour ça que je parlais de créer un peu, de démocratiser. C'est-à-dire que ça peut être l'étudiant qui veut au départ s'amuser, puis de fil en aiguille, il voit que c'est... etc. Donc oui, le commun des mortels qui n'est pas développeur, qui n'est pas tech, etc. Oui, on est d'accord, tant que ça n'existe pas as a service, etc., il ne va pas pouvoir le faire. Mais la personne un peu tech qui s'y connaît un petit peu, il va pouvoir assez rapidement le faire. Et puis là, c'est une première version. Donc, et puis après, il va y avoir le tuto pour là, puis il va y avoir l'IA qui permet de le faire, etc. Enfin, c'est une chaîne sans fin. On voit bien qu'au départ, il y a le produit libre, enfin, il y a le produit, on va dire, brut en tant que tel, puis après, il y a les petits add-ons qui arrivent pour faciliter, et on le voit sur plein de sujets comme ça, qui démocratisent, qui utilisent un peu, voilà. Puis... Justement, j'avais fait une émission la semaine dernière sur l'IA et la cybersécurité. Et là, d'ailleurs, où tu es assis, Philippe, il y avait un autre intervenant qui disait, avec justement l'IA qui a commencé à être utilisée énormément et massivement par les criminels, les cybercriminels, on s'est retrouvé à avoir en fait un niveau de compétence d'entrée dans le jeu qui est de plus en plus faible. En fait, on n'a plus besoin d'avoir des compétences particulièrement développées pour pouvoir en fait faire du phishing ou développer certaines choses. Et on parlait justement de la version, vous savez, on a ChatGPT, mais vous avez Warm GPT qui depuis a été fermé, mais qui permettait en fait de générer du code malicieux, assez fou. Et donc il me disait, en fait, on est en train d'aller de plus en plus vers des situations où on n'aura pas besoin d'être particulièrement compétent pour produire des attaques. On peut parler en langage naturel pour exprimer effectivement, décrire le cas, le use case de l'attaque. Ça crée le code. Alors, le public, vas-y Flavien. Pardon, ce genre d'outils, c'est des choses qui sont de toute façon déjà utilisées. Peut-être pas celui-là en particulier, mais il y a eu notamment l'année dernière quelque chose qui a fait pas mal de bruit, qui est un groupe d'acteurs qui est sponsorisé par l'État de la Corée du Nord, que nous, CrowdStrike, traquons sous Famous Kolima. Il a d'autres noms après sur d'autres... selon les différents éditeurs. C'est un acteur qui a des personnes qui viennent postuler sur des jobs existants chez différentes sociétés, notamment basées aux US. Ils postulent principalement sur des postes IT 100% remote. Ce qui veut dire que tout le process de recrutement se fait en remote. Donc il y a bien sûr après l'utilisation d'AI par exemple pour modifier des images. C'est souvent des images issues de banques d'images qui sont retouchées pour avoir une photo de profil qui va les présenter sous un angle un peu avantageux pour eux en tout cas. Et lors des entretiens, alors il y en a qui ne vont pas jusqu'aux entretiens, il y en a qui refusent de mettre la caméra, et je pense qu'on en parlera un peu après sur comment justement on peut retrouver on peut bloquer ou se rendre compte de ce genre d'outils. Et il y en a qui vont jusqu'à la caméra avec justement modification en live, avec du deepfake, potentiellement pas cet outil-là, mais il y en a qui existent. Aujourd'hui, de ce qu'on a observé, c'est souvent des outils de mauvaise qualité, où on va avoir des images de mauvaise qualité, où on va avoir justement en passant la main, on voit qu'il y a des modifications qui sont faites, mais ce qui veut dire que, en tout cas, ces outils-là sont déjà dans des mains d'attaquants qui ont déjà compris l'intérêt. Donc, de toute façon, c'est inarrêtable. Une fois que eux ont compris l'intérêt, ils vont continuer de le développer. D'accord. Alors, je vous donne un peu la réponse du public en bas. Donc, à la question, doit-on interdire l'accès en open source à ces outils? Vous avez 36% de personnes qui vous disent oui. Voilà, il faut les interdire. 45% vous répondez non et 18% à répondre ça dépend. Voilà. Alors, justement, pour arriver à ma deuxième question, je rebondis toujours sur une actualité très très récente puisque c'était le 15 mai sur lequel Coinbase a justement communiqué sur cette attaque. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il est plus simple finalement de voler des identités que de voler des identifiants? Et je prends l'exemple justement de Coinbase où ce qui s'est produit, c'est que les hackers ou les attaquants ont appelé en fait le service client, support client à l'étranger et ont demandé en fait à ces personnes-là de vendre des identifiants qui leur permettaient d'avoir certains accès. Et ils ont notamment eu accès à entre, je crois, 69 000 et 100 000 informations clients qu'ils ont essayé de négocier et de monétiser auprès de Coinbase en demandant une rançon de 20 millions pour ne pas les mettre sur le marché. Coinbase a refusé, ils les ont sortis. Donc,
D'ailleurs, je pose aussi la même question au public en bas. Est-ce qu'aujourd'hui, il est plus simple de voler une identité que des identifiants? Je vous laisse répondre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça semble logique, et qu'effectivement, notre identité, elle est facilement publique, ne serait-ce que par une photo que l'on poste. Derrière, il y a des outils qui sont capables de transformer une image 2D en image 3D. Il y a beaucoup de vols d'identité, de papiers d'identité, avec effectivement toutes les process. Typiquement, quand on veut louer un appartement, on donne toute sa vie et effectivement à des agences qui n'ont pas de RSSI, hein, forcément. Donc il y a énormément de données qui se retrouvent dans le dark web, plus les outils d'IA. On peut partir du principe qu'effectivement, le risque est vraiment réel. A contrario, l'authentification, elle, se renforce. Voilà. Elle se renforce avec des outils de type Zero Trust, EDR, DLP, voilà, tout un triptyque d'outils qui sont complémentaires actuellement, qui renforcent la confiance qu'on peut avoir dans la partie authentification. Oui, on le disait tout à l'heure, une campagne de phishing maintenant, il suffit de demander une IA de la faire. Envoyer des mails, ça coûte rien. Donc aujourd'hui, voler des identifiants, c'est pas non plus extrêmement complexe. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est peut-être un des exemples aussi sur ça, c'est l'impact. Le sujet, c'est toujours l'effort passé à faire quelque chose versus le bénéfice que je vais en avoir. Et pour un cybercriminel, c'est comme pour une entreprise privée, c'est pareil. Donc, parfois, il vaut mieux passer un petit peu plus d'efforts pour faire quelque chose et d'avoir un gain dont on va être plus certain. Et une fois qu'on a volé des identifiants, quand on sait qu'une campagne de phishing, globalement, ça va fonctionner, peu importe, dans le lot, on fait tous des tests, etc., sur la probabilité, on sait qu'on va en avoir. Et une fois qu'on a les identifiants, on peut utiliser l'identité de la personne, accéder à différents éléments, etc. Peut-être sur ce sujet-là, le problème qu'il y a eu en plus de cela, c'est que c'est au travers d'un tiers. Alors, on peut faire un lien avec. Il y a eu une autre émission qui parlait de la gestion des tiers, mais qui a parlé dans la gestion des tiers du renforcement de l'identité, etc., sur l'utilisation du MFA et autres. Je pense que la meilleure protection reste le MFA quand c'est possible, mais il y a des domaines, on en parlera peut-être tout à l'heure, dans lesquels l'utilisation du multifacteur, pardon, pour MFA, ça reste encore compliqué, mais c'est quelque chose vers lequel on va devoir aller. Donc, moi, je pense que ni l'un ni l'autre sont tous les deux, en tout cas, je pense, assez abordables techniquement. Pour l'instant, mais peut-être que je me trompe, et là, je laisse mes pairs me contredire. Je pense que la probabilité qu'une fois que j'ai volé des identifiants, j'arrive à faire plus de mal et récupérer un peu plus ou d'informations pour faire un pivotage, hein, c'est-à-dire aller faire une autre attaque par derrière, ou directement faire une fraude, je pense qu'à aujourd'hui, c'est ce qui encore permettra de gagner, hélas, aux cybercriminels encore plus d'argent. Mais je sais pas. Alors, le public, en tout cas, il est plutôt tranché. Alors, est-il plus simple d'usurper une identité que de voler des identifiants aujourd'hui? On a quasiment 90% de oui. Voilà, vous êtes 90% à être convaincus. On a à peu près 10% de non, et il n'y a personne qui est confus. Il n'y a pas de ça dépend. Voilà. C'est soit oui, soit non. Tranché. Très tranché. Voilà, avec une bonne majorité quand même de oui. Alors, justement, comment les organisations peuvent renforcer leur défense pour faire face à ces nouvelles typologies d'attaques qui utilisent notamment les deepfakes? Je pense que ça dépend aussi quel type d'entreprise, ça dépend aussi du coup quel type d'attaquants vont venir vous cibler. Aujourd'hui, je pense que les attaques qui vont utiliser des deepfakes ou des IA avancées, ça va être des attaquants qui ont de l'argent, qui sont motivés par un but souvent étatique du type cyberespionnage par exemple. Aujourd'hui, les outils qui sont utilisés sont relativement rudimentaires. Les deepfakes qu'on peut voir, c'est les choses où on passe la main et on voit qu'il y a des choses qui se passent derrière. Donc on peut avoir des petits indices comme ça. Je pense que c'est l'état actuel. Je pense que ça va changer et que malgré tout, les outils vont évoluer, les outils vont s'améliorer, on va devoir s'adapter. Mais aujourd'hui, je pense que typiquement, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure avec
candidats, des faux candidats sur des postes, aujourd'hui des mesures de contrôle du type déjà background screening, mais surtout lors de l'interview de dire j'ai besoin d'une caméra, je veux qu'il y ait une vidéo qui ait une bonne qualité, je veux montrer la pièce d'identité et je veux faire des mouvements devant le visage. Ça suffit globalement à trier la très vaste majorité des candidats qu'on pourrait avoir. Maintenant, bien sûr, tout ça, ça va évoluer. C'est aussi la fraude au président. Il n'y a pas que les attaques. Je pense qu'il y a un des usages, et c'était à Hong Kong, où il y avait eu... non, mais même par une fausse réunion Teams avec un CFO, un CEO, etc. Et là, et ça rejoint ce que tu dis quelque part, c'est la meilleure protection pour une entreprise, c'est le process. Tout à fait. Et la formation. Pardon ? Et la formation. Oui, mais le process veut dire la formation, de bien appliquer. Et enfin, voilà, à chaque fois que je vois un exemple de ce type-là, où il y a eu une fraude au président, une tentative, etc., c'est de rappeler, il faut coller au process financier de comment je vais procéder à un paiement, ne jamais sur la base d'un call, indépendamment, etc. Donc, et aujourd'hui, parce que détecter une fraude de ce type-là, ou essayer de détecter des usages comme ça pour trouver des vidéos, aujourd'hui, c'est trouver une épingle au milieu d'une boîte de foin. Enfin, c'est, je pense, illusoire. Justement, je me posais la question, est-ce que vous, dans vos écosystèmes, en général, avec des collègues, vous avez dû voir avec d'autres entreprises, est-ce que c'est des attaques que vous avez... Parce qu'effectivement, tu as parlé de Hong Kong, et moi, je donne très souvent cet exemple-là, on m'a dit ce matin de ne pas le dire. Je l'ai tellement utilisé, on m'a dit, Yasmine, il y en a marre. Donc, effectivement, c'est un cas d'étude. Mais est-ce que vous en avez-vous entendu parler en fait, de ce type d'attaque? Ou est-ce que c'est vraiment un cas qui s'est produit à Hong Kong, et le gars a envoyé 26 millions, ça nous a tous traumatisés, ou c'est vraiment des choses qui sont en train de se produire dans des entreprises en ce moment? Je pense que c'est relativement à la marge aujourd'hui. D'accord. Et je pense qu'il y a quelques exemples qui font beaucoup de bruit parce que forcément, c'est des nouvelles techniques, etc. Ça va forcément. Image, non. Nous, son, oui. C'est-à-dire, voilà. Par WhatsApp, des enregistrements. Avec des enregistrements. Et voilà. Et moi, mon président, forcément, on est la cible également. Et c'est bluffant parce que la voix est la même. Voilà, mais après, on est sur la sensibilisation. Parce on est sur la sensibilisation. Et le process fait que le process de validation, la sensibilisation, parce que nous, ce qu'on observe autour de moi, c'est plutôt le contournement du MFA. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit que le MFA, qui est quand même la protection ultime qu'on préconise à tout le monde, il y a le MFA bombing, effectivement, il y a des choses qui... C'est pas suffisant. C'est là où on rentre dans la logique Zero Trust, voilà, qui complète, ou la logique d'analyse comportementale automatisée de ce qui se passe au-delà de l'authentification. C'est-à-dire pour pouvoir bloquer automatiquement des attaques qui auraient réussi. Alors, un des avantages du deepfake, c'est qu'on peut facilement faire des vidéos de sensibilisation sur le deepfake. Donc on peut s'auto-utiliser comme modèle pour pouvoir promouvoir le fait de faire attention à certains critères d'utilisation du deepfake. Notamment, par exemple, tu parlais de fraude au président, très bien. Donc, souvent, les attaquants ont un modèle opératoire où on va essayer de contacter la personne, de lui faire quelque chose, un petit peu au travers des procédures de sécurité. Mais moi, je suis plus inquiet sur le deepfake à titre perso. Les gens je pense que quand on gère un système d'information avec des process sécurisés en respectant des bonnes pratiques, je pense qu'on limite quand même les risques actuellement. Les individus, par contre, c'est autre chose. Là, moi, j'ai peur plus pour le côté individuel. L'atteinte à l'image, parce que tu fais un deepfake avec l'image d'un président, d'un groupe, et qui vient sur un réseau social et qui vient dire quelque chose d'assez fort, etc. C'est vrai qu'avant, on faisait le deepfake. Le cours de bourse, il peut s'écrouler assez rapidement, et certains peuvent en prendre avantage, et prendre des positions sur les marchés. Donc, à aujourd'hui, financièrement, par rapport, je me dis, ce risque-là me semble être un peu plus fort, mais j'ai pas d'exemple en tête. Je voudrais pas donner des exemples, ou des idées, mais celui-là, je pense qu'on le verra arriver. C'est aussi la manipulation d'opinion sur les votes. Oui, avec énormément de campagnes de deepfake au moment des élections. On l'a vu pendant les élections américaines. Le président nous rappelait aussi lors des dernières élections présidentielles qu'on parlait de fake news. Le deepfake fait partie finalement de la fake news. C'est un moyen de propagation d'une information. On est obligé maintenant d'analyser les signaux faibles justement dans le dark web pour voir s'il n'y a pas des choses
qui circulent en préparation ou de manière active. Alors moi, je me pose la question, parce que tout le monde regarde dans son coin un peu ce qui se passe sur le dark web, vous voyez, comme tu le disais, des signaux faibles. Est-ce que dans l'écosystème de la cybersécurité, vous discutez entre vous? Est-ce que vous vous dites, Oui. attention, j'ai vu quelque chose d'un peu bizarre, ça se passe dans le secteur financier, par exemple, donc vous avez plein de collègues dans le secteur financier, vous dites, bah voilà, ça peut t'arriver. sûr. Ouais, donc Oui, bien sûr. Alors, il y a une association très connue en France qui s'appelle l'Intercert. Oui. Et donc, on fait partie de l'Intercert. Et dès qu'il y a quelque chose un petit peu suspicieux, on va communiquer, on va informer Le les César collègues. a essayé de le faire César des aussi, choses comme ouais, ça. ouais. Ouais. Et l'idée, c'est de partager. Parce que si on reste Oui. tout seul avec son information, on peut imaginer que l'attaquant va profiter un petit peu du fait Je pense qu'on soit isolé. qu'en France, on a une communauté de responsables cyber, on se connaît à peu près tous et on est assez prompt à partager des informations quand on pense qu'elles sont qualifiées. Et voilà, et ça m'est arrivé d'avoir voilà, des pairs qui m'ont appelé en me disant là, j'ai peut-être vu quelque chose au sujet d'Arkema, tu devrais y prêter attention. Tout comme il m'est arrivé parce qu'au travers d'un incident que je traitais ou dans ma veille sur les menaces que j'ai pu voir, identifier voilà, que notre entreprise et de l'informer. Je pense que l'entraide est clé. Oui. Les retakes sur les incidents de sécurité, c'est impressionnant. Enfin, Ouais. Des fois, on a dû tout le voir au César il y a quelques mois, l'université d'été, c'est vraiment impressionnant. On partage des retakes sur des incidents de sécurité publique, du coup avec un niveau de détail Voilà, qui qu'on est a pas dans tendance les- à cacher Bien sûr. habituellement. Oui. Alors que c'est un retour d'expérience très intéressant pour tout le monde. Alors, justement, est-ce qu'il existe des techniques fiables de détection en temps réel des deepfakes? Manuel, alors moi, j'ai trouvé ça, justement, apparemment, Intel Fake lance, capture. voilà, Ouais, fake fake capture. capture. Alors, Donc, il y a des outils qui existent aujourd'hui qui vont très bien fonctionner lorsque tu veux lire une vidéo sur un forum de contenu. Tu télécharges la vidéo, tu la lis, et là, il y a des algorithmes qui vont pouvoir détecter en temps réel et te donner un niveau de confiance sur la vidéo. Donc ça marche très bien. On a des bons retours. Par contre, je ne connais aucune entreprise aujourd'hui en France qui utilise un algorithme de détection de deepfake temps réel sur les outils collaboratifs. Et tant bien même, moi, si j'étais un attaquant, la première chose que je ferais, j'inventerais une belle histoire, en disant, écoute, on est sur une opération spéciale, je suis dans la pampa, perdu, j'ai pas de connexion réseau, donc je vais dégrader ma connexion vidéo. Et donc, la vidéo sera très mauvaise, ouais, pixelisé. pixelisée, donc les outils de détection vont pas marcher, clairement. Et donc, voilà, après, Voire pas de vidéo du tout. ou pas de vidéo du tout. Alors Ouais. après, on peut imaginer du deepfake. Ça arrive quand même audio. régulièrement. Donc, finalement, ça a des limites, c'est ça? Ça a des limites, Ça a des oui, limites, tout à mais fait, c'est un ouais. début, je dirais. Et alors, le deepfake est fabriqué à partir de deux algorithmes. Un algorithme qui produit de l'image et un algorithme qui vérifie que l'image est bien conforme. Il s'auto-apprend. Donc on peut facilement imaginer que l'attaquant va essayer de trouver des algorithmes qui ne sont pas détectés non plus par le deuxième algorithme de détection de fake. Du coup, quelle est la meilleure stratégie à long terme? Est-ce que c'est de détecter les fraudes ou de réussir à mettre en place une certification des vrais? C'est-à-dire comme on a, enfin, comme on a un vrai billet, comme on a un truc, un contrôle d'intégrité. un contrôle d'intégrité pour dire celle-là, elle est cette vidéo-là, mon identité, ma photo, etc. Puis on viendrait taguer des choses infalsifiables. Il y a un outil qui Et existe. puis là, on se ferait attaquer sur ça, bien sûr. Mais- Il y a un outil qui existe aujourd'hui, c'est la signature numérique. Donc tu pourrais imaginer que toutes les vidéos soient signées numériquement. Donc, tu télécharges la vidéo, tu vérifies la Oui, signature. mais Après, c'est un peu compliqué. qui va faire le clic droit de là, puis quand c'est un flux comme Oui, ça? oui, Non, oui. moi je pense, ouais, voilà, c'est dans le bruit de l'image, mettre en place. Alors je ne sais pas si quelles seraient les techniques possibles autour de ça, mais un peu comme on fait avec le Bitcoin, avec comme ça, avec les blockchains, d'avoir différents éléments ou d'autres techniques, mais. Enfin, je pense qu'il faut à aujourd'hui, je sais, des deux, je ne sais pas lequel sera le plus pertinent avec les différents moyens. Est-ce que de passer son temps à courir pour essayer de détecter, etc. Et oui, et je dis ça, et en même temps, j'ai complètement conscience que le jour où on commencera à mettre en place quelque chose avec un certificat, indépendamment de la technique utilisée, bah, ce mécanisme-là se fera attaquer, comme les billets de banque Oui, bien se font sûr. attaquer, comme à chaque fois. Mais Tu as un outil, le DRM, le Digital Threat Management. Ouais, c'est- Il s'est fait principe. attaquer des centaines et des centaines de fois. Et Mais il à existe nouveau, toujours. il existe toujours. Ouais. Les ça attaquants freine. contournent toujours ce mode de protection. Et les éditeurs continuent d'améliorer les algorithmes. c'est peut-être un mix des deux. Du coup. Non, mais ça ne bloque pas les initiatives de type Bien sûr. France Identité ou IDAS sur la signature numérique. Justement, à un moment, il y aura des outils qui automatiseront, un peu comme on fait du SSL, c'est automatique. Un client, un serveur, ça sera automatisé, il y aura un contrôle
symétrique, on va dire, du contrôle d'identité. Il faut que ça soit automatique, parce qu'autrement... Il faut que ça devienne suffisamment un problème pour que ce soit développé. Donc il y a forcément cette période intermédiaire sur laquelle il n'y a pas de solution. Et le oui, mais est-ce que c'est pas dans la logique Zero Trust, c'est pas l'étape d'après? Non, mais c'est à partir du moment où je suis d'accord avec toi. Ça va commencer ou à se réguler ou à s'outiller quand on n'arrivera plus à avoir de confiance pour pouvoir faire du business sur les réseaux. Tout à fait. Et je pense que là, les grandes plateformes, quand elles vont voir, je sais pas, les Amazon ou autres, etc., quand elles vont se rendre compte qu'en fait, que les gens commencent à moins aller sur les plateformes pour acheter, etc., parce que la confiance se dégrade et que les gens reviennent dans les magasins en se disant il y a trop de bruit, il y a trop de crainte et en fait j'y vais plus, que là je pense que les plateformes mettront les moyens pour réguler leur business. Donc c'est pas pour nous protéger nos identités, hein, mais c'est parce que les intérêts financiers seront peut-être plus forts. Complètement d'accord avec ça. Alors justement, quels sont les défis techniques spécifiques du déploiement à grande échelle de protocoles passwordless comme FIDO2 ? Partage également. Alors, bon, je vais prendre un exemple, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais dans un environnement Windows, on va dire assez neuf, une entreprise, etc., globalement, ça fonctionne. Après, on trouvera toujours le truc classique qui est j'ai oublié ma clé, faut que je la rentre ou pas. Un industriel comme Arkema, par exemple, dans un domaine industriel, c'est très compliqué. C'est très compliqué. En prenant deux exemples, on a des environnements industriels où on y est en mobilité, alors on y va avec des tablettes, etc., mais on est dans des environnements, on va dire, corrosifs, etc., et donc on doit utiliser des équipements très particuliers. Puis en plus, les gens, ils sont masqués, ils sont casqués, etc. Et donc, une clé FIDO2, ben juste, elle ne rentre pas dans ce qu'on appelle les tablettes ATEX, c'est-à-dire qui sont protégées pour éviter les étincelles et que, du coup, il y a un incident industriel. Donc, à aujourd'hui, juste la technologie, elle n'est pas adaptée sur cette partie-là. Et dans les centres de commande des usines, et là, les équipementiers et souvent les usines, ben, elles ont été construites il y a 10, 15, 20 ans, et même les équipementiers des usines relativement récentes, ces technologies-là, elles n'existent pas encore. Donc, c'est pas NIS2 qui va nous sortir de ça, je pense, c'est plutôt le CRA, hein, le Cyber Resilient Act, qui amènera les équipementiers à devoir mettre en place ces protocoles-là, mais ça va arriver dans des nouveaux produits. Et donc, pour un industriel comme nous, on va rentrer plutôt dans un temps long, parce que ça veut dire que ça sera la prochaine génération de la construction ou de la grande mise à jour des usines. Donc là, ça nous amène très loin. Donc oui, très bien, et le passwordless, c'est pareil, ça nécessite quand même des protocoles au niveau de l'Active Directory assez récents. Et là, de la même manière de notre côté, parce qu'on y a bien pensé, puis de le mettre en place, mais quand on a de l'obsolescence avec des systèmes, quand on est une entreprise qui a un certain âge, etc., c'est très compliqué de passer tout dans les nouveaux protocoles, quasiment impossible. Donc, c'est facile sur un téléphone, mais ça se frotte assez rapidement à la réalité concrète, particulièrement dans les usines, là où on porte le plus de risques. Donc aujourd'hui, c'est vraiment compliqué pour nous parce qu'on a vraiment un sujet d'obsolescence technologique dans nos usines parce que les équipementiers n'ont pas anticipé. Et c'est normal qu'ils n'aient pas anticipé. Il y a 15 ans, on n'en parlait pas. En tout cas, pas de FIDO2. Patrick ? A contrario, quand on a un parc plus classique, hein, on en a parlé aussi tout à l'heure, le FIDO2, par exemple, hein, c'est un protocole standard, donc ça s'intègre parfaitement avec le SSO, ça s'intègre parfaitement avec les postes PC, Mac ou même Linux classique. Effectivement, c'est le côté transparent. C'est-à-dire qu'effectivement, je me pose toujours la question, pour rentrer dans un local physique, dans un data center, on a un badge, mais effectivement, on n'avait pas l'équivalent sur la partie logique, alors que la partie logique est quand même encore plus sensible. Et donc là, on arrive à combiner quelque chose de très efficace en termes d'authentification protocolaire, qui remplace finalement le MFA, le petit code qu'on va rentrer, ou le clic sur notre application Authenticator, qui, pour le coup, voilà, on peut avoir des contournements par lassitude de cliquer. On clique alors que ce n'est pas nous qui avons fait la demande. Voilà, là, c'est vraiment quelque chose
Moi, je pense à une réussite FIDO2. C'est un exemple, effectivement, d'un protocole standard qui s'intègre parfaitement à tous les outils et toute cette logique Zero Trust. D'accord? Alors, c'est vrai que cette logique Zero Trust, EDR comme CrowdStrike ou équivalent, et plus des outils, des méthodes d'authentification physique avec un protocole efficace, on est quand même dans un bundle quand même très efficace qui permet je pense, de réduire beaucoup de risques relativement de manière transparente. En tout cas, Ça va principalement toucher la population IT. ouais, Exactement. exactement. Ton cas d'usage, difficile de l'appliquer sur l'intégralité du scope des identités qu'on peut avoir. On ne peut pas l'appliquer à nos clients, on peut pas, voilà. Mais par contre, effectivement, on fait de la gestion des risques globalement. Donc, on va cibler les personnes qui sont plutôt côté exploitation, et puis après, on élargit, et puis voilà. Un des inconvénients des clés FIDO, c'est que c'est généralement les toutes petites clés Mm. qu'on met dans une sacoche, qu'on perd. Et lorsqu'on est à l'autre bout du monde, il faut le moyen de contournement. le moyen de contournement, exactement. Donc il y a toujours une astuce. Et un tu peux bypass, exploiter le moyen de contournement à un moment donné. exactement, Et ouais. tu penses avoir mis du FIDO2 et puis tu te fais piéger par la solution de contournement qui se fait attaquer. Et quand tu es sur une échelle internationale dans une grande entreprise, tu es obligé d'avoir des circuits logistiques pour envoyer tes clés. Et évidemment, à chaque fois, ça se passe au très mauvais moment, lorsque la personne a besoin absolument de son ordinateur. Donc, il y a toujours ce mode de contournement. Ou alors, un service desk quelque part, avec une reprogrammation de clés. Il y a une gestion de stock. Les clés sont relativement fragiles. Fragilise aussi le port USB. Alors, combien de fois on a vu arriver des postes avec des ports USB complètement arrachés parce que les gens, finalement, prennent leur PC, jettent dans la sacoche et prennent leur train ou leur moyen de transport. Et donc, c'est tous ces côtés logistiques qu'il va falloir gérer. Alors, ça s'ajoute en plus au problème de cybersécurité. Alors justement, à distance, on n'est pas très convaincu puisqu'on dit compliqué finalement d'appliquer le passwordless à tout le monde quand déjà on n'arrive pas à imposer la MFA. Donc effectivement, ça se pose comme question. Alors, pour revenir justement sur toute cette économie des identifiants sur le marché noir, qu'est-ce que ça représente, la revente justement d'identifiants sur le marché noir et comment fonctionne cet écosystème de cybercriminels? Je pense déjà qu'il faut... pardon. Vas-y. Je pense déjà qu'il faut comprendre le pourquoi ça existe. S'il y a cet écosystème qui s'est créé, c'est qu'il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande principalement de la part d'opérateurs de ransomware parce que ça leur permet trois choses. Ça leur permet d'avoir un accès initial, ça leur permet d'avoir un impact qui est plus large puisque finalement exécuter un ransomware sur un poste, ça n'a pas d'intérêt pour eux. Le but, c'est de viser le plus large. Donc avoir une identité, ça me permet déjà de viser un peu plus large. Ça me permet potentiellement de venir en compromettre d'autres. Et le troisième point, c'est que ça augmente drastiquement le rythme d'une attaque. C'est-à-dire qu'on était sur des attaques qui, évidemment, chaque année se raccourcissent, mais on était sur des attaques il y a 2-3 ans de l'ordre d'une heure pour pouvoir faire un mouvement latéral. C'est ce qu'on appelle le breakout time, qui est intéressant à mesurer, parce que ça permet de savoir quand est-ce que l'incident commence à être un peu incontrôlable, puisqu'on passe d'une machine compromise à plusieurs machines compromises. Et finalement, ce qu'on observe, c'est que des attaques qui se basent sur l'identité vont beaucoup plus vite et sont largement en dessous de ce breakout time qui, d'une part, commence à réduire, mais surtout là, on est très largement en dessous de ces temps-là. Donc c'est pour ça que cet écosystème se crée, parce qu'il y a cette demande, il y a cet intérêt. Donc on a deux types après d'acteurs qu'on va retrouver. On va retrouver ceux qui les achètent, globalement ça peut être globalement des opérateurs de ransomware, et on va avoir ceux qui les revendent. Et donc là on a toute une communauté qui s'est créée avec des attaquants spécialisés uniquement dans la compromission de credentials ou dans l'accès initial et leur revente. Ça peut être des accès type une vulnérabilité exploitée et j'ai un accès root. C'est assez peu dans l'identifiant, mais ça peut être aussi j'ai réussi à faire une campagne de phishing, j'ai récupéré tant d'identifiants. J'ai réussi à exécuter un stealer. C'est un logiciel qui va permettre d'aller dumper des mots de passe sur plusieurs choses, notamment par exemple les gestionnaires de mots de passe sur Google. C'est une cible qui est particulièrement privilégiée parce que ça permet de récupérer tous les mots de passe qui ont été enregistrés. Et Google a cette magnifique fonctionnalité qui permet de synchroniser les comptes. Et donc, on a énormément de cas où on a des PC perso qui sont infectés par des stealers parce qu'on a téléchargé le crack du dernier jeu, etc. Et le stealer vient avec. Mais comme le compte est synchronisé, ça récupère tout de
tous les comptes corporate, tous les mots de passe associés. Donc finalement, on a ces différentes méthodes qui permettent de les récupérer. Et après, c'est de la revente sur des forums en public, ou alors c'est de la revente sur du privé, typiquement du channel Telegram. Donc après, ça va être globalement de la publicité. On peut mesurer cette activité. Globalement, c'est des choses que nous, on mesure. Et l'année dernière, on a vu par rapport à l'année précédente 50% d'augmentation de l'activité. Donc on ne parle pas de combien d'identifiants, parce que c'est assez difficile à traquer pour le coup, mais vraiment de posts, combien ont posté, qu'ils avaient quelque chose à vendre. Et ça peut aller d'une dizaine de dollars globalement, qui sont généralement payés en Bitcoin, jusqu'à des plusieurs milliers en fonction du type d'accès qu'on peut avoir. Et globalement, les accès, c'est j'ai accès à tel type de société qui fait tel type de chiffre d'affaires et j'ai un accès de type admin sur un serveur. Donc voilà les choses que eux, ils viennent promouvoir. Et c'est de là que se fait après tous ces achats, notamment pour utiliser du ransomware, ce qui est une bonne moyen de rentrer. C'est difficile d'évaluer le montant, en fait, la somme qui est brassée par rapport à ces cybercriminels. Parce que, comme tu disais, en fait, tout se transmet en crypto-monnaie. Tout à fait. Comme il n'y a pas de traçabilité sur la crypto-monnaie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut suivre leur wallet Bitcoin. Donc on Oui. voit un peu comment ça gonfle. Exactement. Ouais, on voit l'évolution, mais Exactement. c'est assez difficile, sachant qu'il y a aussi des entreprises qui ne se déclarent pas comme étant victimes de ransomware. Et donc là, on peut imaginer, c'est un peu la main à la main de la cybercriminalité. Après, c'est comme tu disais, ça m'a complètement échappé. Je suis désolé. L'idée est partie. Pas de souci. Alors justement, moi j'ai une question de la part de Benjamin qui dit: que pensez-vous des gestionnaires de mots de passe? Écoutez, je reprends la main 27001 où il faut avoir une vision globale. Et là, on est sur la sensibilisation et sur l'utilisation de coffre-fort, l'interdiction d'enregistrer des mots de passe dans Google. En tout cas, ça, ceux qui sont sensibles, voilà. ceux qui sont sensibles, parce qu'effectivement, des fois, on gère 300 mots de passe, donc il y en a qui n'ont aucun impact. Mais donc ça c'est la sensibilisation au quotidien, quoi. C'est vraiment, toute l'authentification, c'est au quotidien, dans le processus d'onboarding, mais après de manière récurrente. C'est tout l'intérêt justement des normes où on évalue justement l'efficacité de mesure, l'amélioration continue. En tout cas, ça, c'est le dada de RSSI qui gère ces normes-là. Ouais. Sans coffre-fort, c'est ou les post-it, ou toujours le même mot de passe. Parce qu'à un moment donné, l'être humain, au-delà de 10 mots de passe, on ne peut pas raisonnablement s'en souvenir. Des mots de passe forts, hein, c'est-à-dire des mots de passe forts, oui. Oui, puis associé au MFA, parce qu'on ne faut pas penser que le MFA est mort. Le MFA est quand même tout à fait nécessaire. Et il peut être contourné dans certains cas. Mais ça reste, je pense, marginal. Et puis, on a des outils pour détecter ce genre de choses maintenant. Alors, attention au coffre-fort numérique, il ne faut pas oublier la clé primaire de ce coffre-fort, parce que sinon, tout est perdu. Il y a coffre-fort on-premise sur son poste, et puis coffre-fort dans le cloud. Et géré par l'équipe IT, voilà. Et non pas par l'équipe Shadow IT. Donc, gestionnaire de mots de passe, oui, mais je pense, attention auquel. Alors après, lequel Exactement. Les gestionnaires de mots de passe de Google Chrome, ce n'est pas un vrai gestionnaire de mots de passe. D'accord. Je pense que c'est quelque chose d'important à dire. C'est des choses qui sont siphonnées très régulièrement. Mais après, il y en existe certifiés par l'ENSI, enfin voilà. Bien sûr. Donc, Exactement. Et ça, tout de suite, Très recommandé. c'est plutôt Tout à fait. Alors, rassurant. vous voulez dire quelque chose, Manuel? Oui, alors il y a le gestionnaire de mots de passe de l'entreprise qui est très bien pour stocker tous ces mots de passe de l'entreprise, etc. Mais souvent, on a affaire aussi à des utilisateurs qui utilisent les mêmes mots de passe sur les sites web pour des raisons de perso. Bien sûr. Et du coup, ces mots de passe, là, ils les ont sur leur PC. Il y a une perméabilité. Ouais. Exactement. Ouais. Et donc, il faut sensibiliser l'ensemble des utilisateurs pour dire, vous utilisez des gestionnaires de mots de passe professionnels, super. Surtout, n'utilisez pas les mêmes mots de passe, enfin le couple login mot de passe pour le pro et le perso. Différencier stricto sensus l'utilisation. Les outils de sensibilisation, je trouve, abordent un peu le côté, pas bring your device, mais en tout cas le côté perso. Parce que c'est tellement perméable qu'on a besoin pour nos utilisateurs de les sensibiliser pour leur utilisation personnelle. Mais en général, ils utilisent les mêmes outils, surtout quand ils sont gratuits. Puis quand tu as des bons réflexes, voilà, c'est des deux côtés, donc c'est bien. Oui, on n'a plus besoin de mémoriser, on le crée de manière automatique. Alors justement, est-ce que les outils IoT ont les mêmes identités que nous? Est-ce que la multiplication de ces équipements entraîne-t-elle un bouleversement dans la gestion des identités? Moi, je pense que ça ne se résume pas uniquement à l'IoT. Alors, oui, tous ces équipements-là tendent à avoir des identités pour la simple et bonne raison, c'est qu'on veut tracer ce qu'ils font.
On veut être sûr qu'ils aient des accès qui soient restreints à ce qu'ils sont censés faire, et on veut être sûr qu'on peut tracer après tout ce qui s'est passé. Mais si on veut parler plus largement, finalement, ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce qu'on avait des comptes machines déjà. Maintenant, on va donner des comptes à des IoT, on va donner des comptes à des automates, mais on commence à donner des comptes à des applications, dans Entra ID par exemple. On va commencer à donner des comptes à des agents AI, et tout ça va se multiplier. Et de toute façon, il nous le faut, puisqu'il faut pouvoir tracer et comprendre ce qu'ils font. Sinon, c'est une espèce de boîte noire dans laquelle l'agent AI peut faire tout et absolument n'importe quoi. Donc de toute façon, ça explosait déjà, puisqu'on avait déjà ces comptes machines. Ça va exploser parce qu'il y a de nouveaux usages qui sont dessus. Mais je pense que ce qui est important, c'est de prendre conscience qu'il y a une différence entre des comptes humains et des comptes qui ne sont pas des comptes humains. Donc il y a toute cette catégorie qui est en train de se créer, qui se met dans NHI, les Non-Human Identity, dans lequel on va remettre tout ce qui n'est pas humain finalement. Et ça va être beaucoup plus large que tout ça. Ça peut être aussi tout simplement des clés API utilisées par un développeur. Et ce qui est important, c'est de les identifier parce que la gestion du cycle de vie de ces identités-là est drastiquement différente. Un humain, il part de l'entreprise, on désactive son compte, si le process fonctionne bien. Pour une application, c'est beaucoup moins clair. Et je pense que tout le monde a cette histoire de je connais cette boîte, ils ont une application qui est critique, ça fait 20 ans qu'ils tournent, elle a un compte, tout le monde a peur de changer le mot de passe. Et personne ne sait vraiment quel va être l'impact s'il y a un mot de passe qui est changé, si on supprime le compte, si on le renouvelle, etc. Et on va avoir de plus en plus cette problématique si on ne se met pas dès maintenant à gérer déjà à identifier et à gérer ces identités-là. Les grandes entreprises, depuis longtemps, on a mis en place des programmes de gestion du cycle de vie des identités humaines, etc. Enfin, voilà, il existe des bonnes solutions et le process est en règle générale plutôt mature sur cette partie-là, mais là je te rejoins complètement. Alors, ce qui va m'inquiéter le plus, c'est l'arrivée des agents IA qui, eux, qui, au-delà d'être juste, entre guillemets, un script qui va faire quelque chose, ils vont avoir des capacités d'interaction de manière autonome, et donc il va falloir gérer leur cycle de vie. Peut-être quand le créateur de cette IA qui peut être mis à la main des employés directement, non IT, donc on est un peu dans le citizen AI capacité, mais si la personne elle-même a quitté l'entreprise, donc on va se retrouver avec un pool d'agents comme ça, et là ça va amener un degré de complexité parce qu'il y a un nombre, parce qu'il n'y a pas un flux RH derrière cela. Et donc, on va revivre quelque chose de complexe avant d'arriver à... Bon, on trouve toujours des solutions, mais d'avoir des capacités technologiques pour les identifier et de gérer leur cycle de vie, de les recertifier. Voilà. D'ailleurs, mais NIS2, globalement, de toute façon, dans la vision de NIS2 sur la gestion des identités, la notion elle-même est large. Elle ne s'arrête pas à la gestion des humains. Et ça demande bien, pas de compte partagé, y compris sur les comptes non humains, sur la recertification régulière, etc. Mais je te rejoins, on a tous connu dans les entreprises la fameuse application hyper critique en se disant oui, mais what if, quoi. Si vraiment on la change. Quand tu parles de NIS2, tu as aussi l'inventaire de l'écosystème. Enfin, on est censé dans NIS2 connaître son système. Et là, c'est complexe. Et là, on peut avoir des milliers sur les IoT et sur les agents. Et analyser les risques de chaque asset, effectivement. Et... Ouais, l'écosystème, c'est une obligation NIS2 de connaître son système. Alors, on le fait par besoin d'inventaire pour faire des analyses de risque, pour vérifier les mesures de sécurité qui sont associées. Mais effectivement, associé à des problèmes d'identité, d'IA et tout ça, ça devient complexe. Et la complexité va amener des chemins d'attaque, clairement. Ouais. Alors, tout à l'heure, on parlait un petit peu justement du travail des analystes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'articule justement le travail de ces analystes chargés de monitorer les fuites des identifiants? Oui. Alors, comme expliquait Florian, donc il y a en effet les groupes d'attaquants qui s'échangent leurs gains, ce qu'ils ont pu collecter par-ci par-là, sur les forums. Et donc, principalement, l'activité consiste à monitorer ces forums, détecter ce qui va être publié, regarder le type d'information qui va être publié. Donc, on ne va pas réagir du tout de la même façon si on a le login, le mot de passe qui a été publié, et en plus, le login, le compte,
ou si le mot de passe a été publié. Donc on sera beaucoup plus réactif si le mot de passe a été publié. Donc l'idée, c'est de collecter ces informations, de les remonter, de les vérifier, alors, sachant que vérifier un mot de passe, c'est assez compliqué. Parce que dans le mot de passe, souvent, les gens y mettent des secrets qui leur sont propres. On trouve des choses un peu cocasses dans les mots de passe. Donc il faut vérifier auprès de l'utilisateur si c'est bien un mot de passe qui lui appartient. Si oui, on change de mot de passe, on fait un reset du token MFA et on lui demande de changer le mot de passe sur l'ensemble de toutes les applications. Et en plus, on le sensibilise. Donc une fois qu'on a... Voilà, l'idée, c'est de collecter ces informations. Alors après, c'est assez difficile d'avoir le contenu de ce qui est publié par les attaquants, parce que les attaquants veulent vendre ces informations. Donc est-ce qu'on achète une information ou pas? Donc ça veut dire que si on achète l'information pour savoir ce qu'il y a réellement dans les fichiers, on alimente le crime. Ah, mais ça arrive qu'on achète? C'est une vraie question. Alors, nous, on n'achète pas. D'accord. Nous, on n'achète pas. C'est vrai que ça permettrait de savoir, parce qu'on a aussi le cas, j'imagine, hein, je me mets à la place d'un criminel, on a le cas où on sait qu'on est monitoré, hein, parce que je pense que ça c'est, et on dit on va créer un peu de panique, donc on va dire qu'on a des données qui sont fausses, en fait, on n'a pas. Ah oui, ça Oui. arrive. Ça arrive pour déstabiliser oui. telle ou telle entreprise en disant j'ai réussi à la hacker, etc. Donc comment, de votre côté, vous pouvez savoir si c'est vrai ou pas vrai, si on ne peut pas acheter, mais qu'en même temps... Il y a des sociétés de services qui font du CTI, enfin qui font l'analyse effectivement de... D'accord. Ouais. Exactement. Et C'est des prestations soit one shot, soit en récurrent, le récurrent étant l'idéal. La complexité, c'est qu'il y en a de plus en plus. La complexité, c'est qu'on a tous vu, et ça fait chaque fois la une dans la presse, tantôt telle entreprise s'est fait voler. Et donc, après, c'est à quel moment ce leakage a eu lieu, quoi. Parce que sinon, on peut se retrouver encore. Il y a l'exemple fameux de LinkedIn il y a quelques années, et on retrouve encore les identifiants de personnes, etc. Donc, des nouvelles découvertes d'anciennes sources qui reviennent sur le dark web, ça arrive très fréquemment. Donc, refaire le process que tu décrivais, qui est le process classique qu'on applique tous, si on devait le faire à chaque fois qu'on retrouve le mot de passe du leakage qu'il y a eu il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a même 3 mois, en fait, c'est sans fin et ça apporte rien. Donc, la complexité, c'est celle-là. C'est de se dire, c'est quel âge a, de quand remonte cette information-là, parce qu'on sait qu'on a... même si ça embête les utilisateurs. Mais contre ça, la meilleure protection, c'est quand même de faire une rotation des mots de passe. Ça reste quand même aujourd'hui... et le conditional access. Comment? Le conditional access. Conditional access, c'est quelque chose de très très bien. Pour le coup, c'est... Vous pouvez expliquer peut-être le conditionnel? Oui, le conditionnel. Alors, lorsqu'on va s'authentifier avec son login ou son mot de passe, s'il y a quelque chose qui change de d'habitude. Imaginons qu'on travaille tous du lundi au vendredi, 8h du matin, 17h. Et que bizarrement, en Ile-de-France, on travaille, enfin une tentative de connexion un samedi soir depuis le Pakistan, par exemple. Eh bien, le conditionnel access va dire non, c'est pas normal, donc je vais déclencher une MFA. Okay. Et donc l'utilisateur sera obligé de s'authentifier sur son téléphone. Déclencher une MFA ou faire une alerte, ou faire de la remédiation automatique. Parce que des fois, idéalement, ça va dans un SOC. Externalisé à H24, mais souvent, l'idéal, c'est que ça a une remédiation, blocage de compte. Dans un groupe international avec des gens qui voyagent, je suis assez prudent parce que la loi de Murphy fait que ça va tomber le week-end, le jour où ça ne va pas, et en règle générale, ça va tomber un peu sur un exec. Et le conditionnel access, je ne lui donne pas longtemps à vivre dans l'entreprise parce que ça peut poser quelques difficultés sur les choses. Donc, il faut lancer les choses, oui. Bloquer immédiatement tout de suite tout et remédier immédiatement, je suis un peu plus prudent. L'idée, c'est de déclencher un facteur d'authentification. Oui, voilà. Et de lancer par contre un autre contrôle ou de renvoyer un SMS pour dire attention, le compte vient d'être utilisé. Si c'est bien toi, très bien, il ne se passe rien. Par contre, si ce n'était pas toi, là, contacte le SOC immédiatement. Parce qu'il n'y a que lui, il n'y a que la personne qui est en train de réaliser la chose. Moi, je parlais plus une fois qu'on a validé la compromission. C'était vraiment l'étape d'après, effectivement. Alors, on va demander au public justement qui est en bas, qu'est-ce que vous pensez de ce conditionnel access? Est-ce que vous l'utilisez dans votre entreprise? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place? Oui, non, ça dépend. Alors là, il n'y a pas beaucoup de ça dépend. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Donc, à répondre oui ou non. Ça peut être sur un périmètre et pas sur un autre périmètre. Ah ben vous pouvez mettre ça dépend. Voilà. Apparemment, on peut mettre ça dépend si c'est dans un périmètre et pas sur un autre. Alors, du coup, je me pose la question. Quelles sont, quand on détecte une compromission, c'est quoi les premières bonnes pratiques, les conseils à donner? C'est quoi la première réaction à avoir? Voilà. Quand on détecte une compromission d'identifiant. Oui. Alors, la première chose, c'est de vérifier que l'identifiant qu'on a récupéré est toujours le bon.
est toujours valide. C'est ce que tu disais, Philippe. Il n'y a rien de pire que de demander à un utilisateur de rechanger pour la 10e fois son mot de passe. Si on sait le dater et que c'est ancien... On doit maintenir une base de données, une base CTI qui est alimentée par la CTI pour dire ce login, ce mot de passe, ce couple login, mot de passe, voire site web si on peut, l'application, a été déjà vérifié, donc je ne vais pas redemander de changer de mot de passe. Après, sensibiliser la personne, expliquer les risques de pourquoi il faut bien protéger son identifiant, à quoi ça sert, qu'est-ce que peut faire l'attaquant. Expliquer tout simplement, un attaquant peut prendre la main sur son compte, envoyer des mails, faire du phishing, voler de l'argent. Souvent, là, j'entends, et c'est vrai qu'il faut sensibiliser, mais toi, tu es utilisateur d'une application, en fait, on a beau te sensibiliser, toi, tu as utilisé un mot de passe qui fait 25 caractères, bien fort et tout ça. Alors, il faut expliquer aussi toi, tu as fait ton job, mais en tant qu'utilisateur, tu as bien suivi ton programme de formation, ce que ton RSSI t'a dit et tout ça, mais ce n'est pas ta responsabilité si le site sur lequel tu es allé, que tu as dû utiliser dans le cadre de ton travail, s'est fait hacker sa base et que la base a été revendue. Par contre, notre rôle, et là où il faut faire l'éducation, et moi, en tout cas, je fais la chasse, c'est de bien m'assurer qu'ils n'utilisent pas l'identifiant professionnel à des fins personnelles. Exactement. C'est là où aujourd'hui, il y a la sensibilisation, elle est importante, c'est-à-dire que ce que je veux m'assurer, et ce que j'essaie de regarder en termes de couple ou triple le sujet, c'est de savoir sur quel site était à l'origine de ce leakage. Et si je vois que c'est un site qui est non professionnel et que je vois qu'il y a un identifiant professionnel, là par contre, je vais aller voir en disant non, tu as fait prendre un risque. Parce que tu ne devais pas utiliser cette partie-là. Mais sinon, là, c'est dans le cas où un site tiers s'est fait compromettre. Alors, il y a aussi beaucoup de cas où simplement la personne était victime de phishing et fournit son login et son mot de passe. C'est comme le cas le plus courant. C'est le cas le plus courant, en effet. Ça dépend. Je sais pas. Moi, j'entends parler que le phishing, c'est quand même poser la question quel est le plus courant. Le phishing, c'est quand même la menace la plus concrète. C'est quoi, Philippe? C'est toi qui vas poser la question au public. Ah bon? Alors donc le public, quel est, à votre avis, le cas le plus récurrent? Est-ce que c'est du vol d'identifiant par phishing ou du vol d'identifiant par hacking d'une base de données classique d'un opérateur? Alors, comment on peut répondre que par oui, non? Ça dépend. On va faire juste une réponse. Est-ce que le cas le plus souvent vu, c'est celui par phishing? Oui, non? Et ça dépend, et on comprendra pour les noms que vous pensez justement à l'autre option. Alors, je vous donne d'ailleurs la réponse à la question qu'on se posait tout à l'heure. Donc, on a 62% de personnes qui répondent oui, 37% de personnes qui répondent non, et il n'y a pas de ça dépend, donc il n'y a pas de segmentation entre il y a une partie qui a été faite et non. Alors, avant de passer à la dernière question, puisqu'on arrive presque à la fin de cette émission, je voulais vous poser une question sur les entreprises justement multinationales qui sont présentes par définition dans plusieurs pays et qui doivent concilier les exigences en termes de segmentation des identités en fonction des pays. Et je prends le cas notamment de la Chine qui demande en tout cas la nécessité de garder en fait toute la partie sécurité des identités sur place, là où la plupart des entreprises veulent justement centraliser la gestion des identités. Comment on fait quand on a en termes d'architecture quand on a cette situation-là? C'est compliqué pour les grandes entreprises? C'est toujours compliqué parce que, alors en ce moment, en plus, les tensions géopolitiques rendent vraiment des sujets de plus en plus complexes. Alors, sur la Chine, ça va dépendre en plus du nombre d'utilisateurs que l'on a sur cette partie-là. Après, c'est une question de risque pour l'entreprise et l'utilisation de ces identifiants. Ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est au niveau des réglementations, par exemple, et du risque juridique qu'on prend sur ces différents éléments, c'est que on a une clé de lecture, et ici autour de la table, et la manière dont on en parle, très française/européenne, RGPD, etc. Et donc on a une réglementation qui a plutôt tendance à vouloir sécuriser la vie privée, les accès, etc. En Chine ou dans d'autres parties, la vision n'est pas toujours la même. La régulation chinoise, elle n'est pas pour protéger les personnes, elle est pour s'assurer que les identités restent et qu'on peut les surveiller et qu'ils ont les droits et que c'est plutôt l'État qui... Donc, c'est même la philosophie dans laquelle elle est faite ou la finalité de la réglementation qui n'est pas toujours la même. Et en termes de risque, de toute façon, on est obligé en ce moment de se poser tous des questions de savoir... est-ce qu'on ne va pas rentrer, parce que pendant des années, on a travaillé sur,
l'utilisation de grandes plateformes les plus homogènes possibles pour des gains d'efficacité, des gains financiers, enfin voilà, plein de bons intérêts, mais en réalité, on est en train de toucher à la limite de ce modèle-là actuellement. Et il y a peut-être un découpling, donc on va peut-être rentrer plutôt dans de la fédération de solutions de sécurité, de la fédération de la manière dont on gère des identités, en se disant, bon, en fait, la probabilité en Chine, pour répondre et pour finir sur ton exemple de la Chine, la probabilité que la Chine se fasse attaquer par ailleurs, etc., ben, je vais peut-être un peu plus accepter ce risque-là et donc mettre en place des mesures en Chine en tant que telles, parce que de toute façon, le gouvernement, les données, il les a déjà, donc j'ai plus le même problème. Donc en fait, on est obligé de changer un peu le logiciel, la manière dont on est en train d'aborder le sujet, quoi. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission, mais avant de finir, on va donner la réponse du public qui n'a pas décidé de trancher, qui a fait comme cette table ronde. On est sur du 50%, donc moitié-moitié. Donc c'est cohérent, j'ai envie de dire, c'est cohérent. Donc c'est un débat qui reste ouvert. Voilà, ça va être un débat qui reste ouvert pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie également d'avoir répondu aux quelques questions du public. Je remercie le public qui nous a suivis. Vous avez été nombreux comme sur chacune de nos émissions. Ce soir, on était en partenariat avec CrowdStrike, qui d'ailleurs vous met à disposition un livre blanc sur la thématique de ce soir. Donc ceux qui n'ont pas coché la case, n'hésitez pas à nous le demander. Et puis je vous revois très bientôt pour une prochaine émission sur Risque Intel Média. Merci encore. Merci. Merci.